Donc ça a été dit par le professeur Rajan, pas de rechute dans la récession, pas de double dip en bon français, mais quand même un ralentissement économique attendu. Ça a été aussi dit par François David, qui devrait être assez modéré. Ralentissement lié à ce qui a été discuté ce matin, c'est-à-dire aux mises en place des politiques budgétaires restrictives en Europe, lié aussi au ralentissement du commerce mondial, qui a été extrêmement dynamique en 2010 et qui devrait quand même ralentir pas mal en 2011. Et puis dans les pays émergents, comme ça a aussi été beaucoup dit, une croissance qui sera très très forte, qui compte très robuste, mais avec deux types de risques. Le premier risque, c'est des retraits brutaux de capitaux, parce qu'il y a des afflux absolument considérables de capitaux spéculatifs actuellement. Et puis aussi quelques risques sur la manière dont l'investissement est financé dans les pays émergents. C'est un point sur lequel on reviendra cet après-midi. Et justement, le risque pays, dans le slide suivant, c'est précisément l'impact de ce cadre macroéconomique sur le risque de crédit des entreprises. C'est notre définition à COFAS. Et vous savez qu'on a une notation en 7 catégories, A1, A2, A3, A4 pour les risques peu élevés, et B, C, D pour les risques plus élevés. Donc 7 crans. Et cette notation pays, elle a aujourd'hui 10 ans. Elle a été présentée dans ce même colloque risque pays il y a 10 ans. Donc cet anniversaire, ce sera un peu l'occasion pour moi de faire une deuxième partie d'exposé sur comment le risque pays a évolué. C'est une notion qui a été pas mal chahutée. D'ailleurs, on l'a vu ce matin. Penser que l'Argentine peut servir d'exemple au Portugal, on voit bien que le risque pays a pris un sacré coup de vieux. 10 années évidemment chahutées par la grande crise de crédit de 2008-2009, mais aussi beaucoup chahutées par ce qui s'est passé dans la zone euro, qui a dû pas mal remettre de compteurs sur la grille du risque pays. Alors avant le traditionnel panorama des notations, alors, nos notes pays, vous voyez qu'il y a eu en 2009 beaucoup de... Alors, c'est pas du rouge, c'est du mauve, enfin du violet. Donc, c'est-à-dire beaucoup de déclassements ou de mise sous surveillance négative. C'est bien sûr pendant la grande crise. Et puis, à partir de 2010, beaucoup de bleu ciel, c'est-à-dire beaucoup de reclassements et de surveillance positive. Donc, une année d'amélioration des risques, une baisse absolument considérable de nos incidents de paiement, à peu près partout dans le monde, et particulièrement dans les pays avancés. Et ça se voit évidemment sur tous ces reclassements. Alors d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays, vous les voyez sur la belle carte ici, qui sont revenus en A1, c'est-à-dire meilleure note d'avant-crise. On ne peut pas être mieux noté. Il s'agit du Canada, il s'agit de la Suède, il s'agit de l'Australie, du Japon, des pays dont les entreprises se sont très bien tenues en matière de comportement de paiement pendant la crise, et évidemment, encore plus forte amélioration après la crise. Même les entreprises japonaises sont très solides, ont un bon comportement de paiement. Donc ces pays sont en A1, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, mais ces pays-là ne représentent que 18% du PIB mondial. Quand l'ensemble des pays avancés c'est le nouveau nom des pays industrialisés, ça représente 63% du PIB mondial. Donc évidemment, c'est une faible partie du PIB mondial qui est revenue pour nous au niveau de risque d'avant-crise. Quand on regarde effectivement les grands acteurs, l'Allemagne, les États-Unis, on est bien en positif, on est bien en A2 surveillance positive, mais on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise pour nous en matière de risque de crédit des entreprises. Alors, quand on prend par exemple une comparaison entre la France et l'Allemagne, il y a eu une très très forte croissance en France, mais enfin en Allemagne, cette année, beau lapsus. Mais l'année dernière, il y avait aussi en 2009, il y avait une très très forte récession, donc on a une croissance quand même qui est plus volatile en Allemagne. On a de bonnes raisons d'espérer qu'on aura encore une croissance très honorable en 2011, avec effectivement la bonne nouvelle qui a été annoncée sur le fait que la consommation des ménages se réveille en Allemagne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En France, un peu moins de récession en 2009, mais une plus faible reprise évidemment en 2010, avec cette espèce de socle toujours résistant de la consommation des ménages, qui devrait encore résister, pas très très vaillamment, mais résister quand même en 2011. Donc deux modèles de croissance très différents. Vous voyez ici des indices sur le risque de crédit des entreprises. Alors, à droite, le nombre de faillites, indice 100 en 2007, et puis à gauche, alors un indicateur assez intéressant qui est le coût des faillites, c'est-à-dire l'ensemble du passif des entreprises mis en défaillance, toujours avec un indice 100. Et alors, ce sont des données COFAS Service pour la France, des données des institutions statistiques nationales pour l'Allemagne. Vous voyez exactement le même phénomène, c'est-à-dire une augmentation considérable de ce coût des faillites
jusqu'à, je dirais, l'automne 2009, hein, avec une montée très forte. Puis un petit effet retard sur l'Allemagne, qui est beaucoup lié à ce qu'a expliqué Patrick Artus sur le fait quand même que financièrement, les entreprises allemandes sont plus solides en moyenne que les entreprises françaises. Mais quand même, on voit bien la montée des faillites en Allemagne, très nette. Et puis une baisse à partir de ce pic. Mais on voit bien qu'en 2010, on est encore, en gros, à 120 pour l'Allemagne, à 140 pour la France, au-dessus donc du niveau d'avant-crise. Donc on continue à avoir un niveau de faillite, que ce soit en nombre ou que ce soit en coût, plus élevé que l'avant-crise. Ce qui explique bien que pourquoi on n'est pas revenu aux notations d'avant-crise. Et ça, c'est vraiment l'effet typique des crises. Et cette crise-là, la crise de crédit, elle a été particulièrement violente. C'est le fait que malgré la reprise, après la récession, on continue à avoir des faillites d'entreprises qui continuent en fait, à connaître les soubresauts du choc, notamment du fait d'un accès beaucoup plus problématique au crédit. Exactement même évolution sur les États-Unis. Là, on n'a que l'indicateur nombre de faillites. Alors, c'est très compliqué parce que les faillites, ça a un sens juridique très, très différent selon les pays. Mais on voit en gros la même évolution. Vous voyez l'indice vraiment exploser en nombre de faillites jusqu'au T2 2009. Et puis, il commence... Et vous voyez d'ailleurs qu'il augmente de 100 à 220, donc un nombre de faillites beaucoup plus considérable que ce qu'on a en Europe. Ça, c'est très typique des États-Unis. On a un tissu d'entreprise beaucoup plus réactif, où les entreprises vont très, très vite en défaillance dès qu'il y a les premières alertes économiques. Une réduction, mais vous voyez qu'on est encore à un niveau de faillite encore très élevé. Hein, on doit être aux alentours de 180 encore. Effectivement, il y a encore beaucoup de PME aux États-Unis qui souffrent et qui souffrent aussi du manque d'accès au crédit. Alors pourtant, 2011 sera une année vraiment très favorable en matière de croissance. Ça a été dit grâce au soutien public, ça a été beaucoup dit. On peut penser quand même qu'à terme, il y aura un effritement de la croissance américaine du fait que ça a été une économie qui a été intoxiquée par la dette. S'il y a une si forte consommation des ménages, c'est à cause de l'accès à l'endettement. Et probablement, on entre dans un nouveau régime de croissance aux États-Unis qui sera beaucoup plus proche des taux européens. Donc on a une année de répit, en gros, en 2011, grâce au soutien public, mais ça ne va pas forcément durer. Alors, la chance des Américains, c'est qu'ils vont probablement peut-être avoir un déficit budgétaire de l'ordre de 10% du PIB cette année. Eh bien, ce n'est pas le cas de beaucoup d'économies qui, elles, ont perdu un cran et deux crans, qui ne peuvent pas du tout compter sur les soutiens budgétaires et au contraire, qui sont vraiment pressés par les marchés de mettre en place ces politiques de rigueur. Donc, beaucoup de pays qui, dans notre notation, entre 2007 et aujourd'hui, ont perdu un cran, voire deux crans. Alors, il s'agit de l'Italie, il s'agit du Royaume-Uni, évidemment, du Portugal, de la Grèce, de l'Espagne. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur comment est-ce que nous voyons à COFAS cette crise de la zone euro. On a beaucoup évoqué ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de choses qui ont été dites, je vais les dire un peu d'une manière différente. Vous voyez ici les niveaux de dette externe brute, c'est donc dette vis-à-vis des non-résidents, des gouvernements, des entreprises, des banques. Et alors, quand on regarde ce graphique, il y a de quoi un peu s'inquiéter parce que ce sont des taux. Vous voyez le taux de l'endettement de l'Irlande à 1100% du PIB. Vous voyez qu'on est pour certains pays à plus de 300%. Et en tout cas, pour l'ensemble des pays européens, on est à plus de 100% du PIB. Des ratios absolument effrayants et des ratios beaucoup plus élevés que ce qu'était l'Argentine ou ce qu'était la Russie au moment de leur crise. On était à un niveau de 60% de dette externe par rapport au PIB. Donc il faut se souvenir ça, c'est qu'on a aujourd'hui à l'intérieur de la zone euro affaire à des niveaux de dette très très élevés comparativement à ce qu'on a connu dans les crises précédentes. J'ajoute une chose très importante qui a été dite par Tito Boeri, et c'est un point important, c'est que ce n'est pas systématiquement un problème souverain, c'est que une part très importante de cette dette, parfois, est une dette privée, voire même une dette entreprise. Et on revient bien là aux préoccupations de COFAS, qui s'intéresse beaucoup aux dettes d'entreprise. Vous voyez que dans la dette externe irlandaise, c'est presque 40% de la dette qui est de la dette entreprise, et c'est 26% dans le cas espagnol et anglais. J'ajoute que si on ajoutait à cela la dette bancaire, on monterait à des niveaux de 30% pour la dette grecque, par exemple. Donc bien sûr que la Grèce est un cas de problème de gestion des finances publiques, mais dans bien des cas, on a eu un transfert de la dette entreprise-ménage vers les banques, puis vers l'État. Mais à l'origine de la crise souveraine, il y a bien souvent une bulle de l'endettement privé. Vous prenez l'Espagne, prenez l'Argentine en 2007, leur niveau de dette publique était très faible, bien plus faible que la moyenne de la zone euro. Alors quels sont les risques ?
Alors, si je peux revenir sur le slide précédent, évidemment, ces niveaux de dette sont inquiétants. Et est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de la zone euro? Ça a été beaucoup évoqué ce matin. Moi, je ne crois pas. Je crois que finalement, en fait, cet endettement est une sorte de glu pour la zone euro. Parce qu'évidemment, si un pays sort, ça a été évoqué ce matin, eh bien, il sortira pour certains avec une monnaie très dévaluée. Ça signifie une vague de défauts d'entreprises, de banques, d'États aussi, colossale, avec évidemment une amplitude beaucoup plus forte que ce que l'on avait dans les cas argentins ou dans les cas russes. Donc en gros, quelque sorte, je dirais que la zone euro, vu le niveau d'imbrication de dettes et de créances à l'intérieur de la zone euro, elle est un peu collée ensemble. Sur le risque de restructuration de la dette, ça a été beaucoup discuté aussi. Je crois que l'exemple des crises émergentes en Russie ou en Argentine et d'autres montre que quand vous avez un soutien public, on discute énormément en ce moment du montant, de combien on va mettre à disposition des pays, qui va pouvoir racheter la dette, est-ce que ça sera le fonds, est-ce que ce sera toujours la BCE, etc. Je crois qu'il faut se souvenir toujours qu'il y a vraiment deux aspects très différents dans les soutiens. Il y a le renflouement, en bon français le bail-out, c'est-à-dire l'argent qu'on met sur la table, et puis il y a autre chose qui est la conditionnalité, c'est-à-dire en gros les politiques budgétaires, les réformes structurelles sur lesquelles s'engagent les pays, dans le cadre d'accords FMI, notamment dans le cas de la Grèce et de l'Irlande. Et une chose qui n'a pas été beaucoup évoquée ce matin dans le débat, c'est que, en général, on a vu dans les grandes crises émergentes que ce qui posait problème, c'était la conditionnalité. Et c'est pas au début des programmes. C'est-à-dire que très souvent, en fait, le début des programmes FMI se passe bien. Je dirais, aujourd'hui, le programme grec, il a 6 mois d'ancienneté. C'est au bout d'un an, au bout de 2 ans, qu'il y a un phénomène de lassitude, de fatigue des réformes, à la fois des gouvernements et de la population, qui font d'ailleurs qu'il y a un problème dans la gestion de la conditionnalité, et que si, en l'occurrence, pour le cas grec, pour le cas irlandais, voire pour d'autres pays comme le Portugal, il y aura un problème de gestion de cette conditionnalité, là, il peut y avoir d'énormes difficultés pour la zone euro. Donc c'est vraiment ça, à mon avis, qu'en 2011, il va falloir surveiller, c'est comment la conditionnalité de ces programmes se passe. Alors enfin, évidemment, on s'intéresse aux entreprises. Donc pour nous, ces tensions souveraines, elles nous soucient parce qu'elles auront un impact négatif sur le risque de crédit des entreprises. Vous voyez ici la dynamique du crédit bancaire aux entreprises, et vous voyez alors le cas irlandais absolument incroyable, c'est-à-dire cette espèce d'appétit de crédit des entreprises, enfin des banques aux entreprises, et puis la chute considérable que vous avez. Mais vous voyez un peu le même mécanisme partout. Crédit très dynamique aux entreprises jusqu'à en gros 2007-2008, et puis crédit de crunch, rationnement du crédit, décélération, voire contraction du crédit très violente dans le cas irlandais. Et ce qui se passe en gros, c'est que la crise souveraine, elle amplifie ce crédit de crunch, elle le prolonge. C'est-à-dire qu'à un moment où normalement dans le cycle on devrait voir le crédit repartir, évidemment ces banques qui ont une exposition souveraine considérable n'ont pas l'appétit d'offre de crédit. Et donc le gros problème, c'est ce qui va se passer en Irlande cette année, c'est que beaucoup d'entreprises vont tomber en faillite à cause d'un accès problématique au crédit bancaire. Donc ça va être le canal de transmission principal de la crise souveraine vers les entreprises. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a la récession, le fait qu'il y a beaucoup de soutiens budgétaires qui vont être retirés, qu'il y aura dans certains pays une hausse de la fiscalité sur les entreprises. Donc tout ça, ça va être un coût supplémentaire. Donc c'est bien pour ça que nous avons déclassé il y a quelques mois la Grèce en A4, que nous maintenons une surveillance négative sur la note du Portugal et de l'Espagne, et que nous annonçons le déclassement de l'Irlande en A4. Alors je disais qu'on va faire un petit peu d'histoire, et vous voyez ici nos 10 ans de notation résumés en un graphique. C'est un indice de risque, donc où en fait chaque pays a sa note, et à sa note, elle est ventilée par son PIB et le poids du PIB dans la zone. Alors vous voyez en bleu cet indice de risque pour les pays émergents, vous voyez en orange la zone euro, et vous voyez en violet l'ensemble des économies avancées. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est très spectaculaire quand on a fait du risque pays depuis quelques années, c'est qu'il y a une sorte de convergence. L'écart se resserre très nettement. C'est-à-dire qu'à la fois, en janvier 2011, jamais le niveau de risque a été aussi bas dans les pays émergents. Et pour les pays avancés, alors on n'est pas tout à fait au pic de risque, parce qu'on était au pic en 2009, en plein de la crise, mais on est quand même à un niveau de risque beaucoup plus élevé que ce qu'on était il y a 10 ans. Donc il y a une espèce effectivement de progression, de montée inexorable, je dirais, du risque pays dans les pays avancés, et puis un tassement réel pour les pays émergents.